Barthélémy Ngom. À la une, début de l'année scolaire, la cloche a sonné ce matin. Levée des couleurs au lycée John Fitzgerald Kennedy en présence du gouverneur de Dakar. Un cours inaugural sur le civisme et la citoyenneté a été servi aux jeunes filles. Au lycée du Plan Diakhaï, les parents d'élèves ont tenu leur promesse, forte mobilisation pour dénoncer l'état actuel de l'établissement, méconnaissable à cause des eaux pluviales et des herbes. L'année scolaire qui débutait sur fond de colère et de contestation, la preuve en Bourg. Les enseignants décisionnaires ont déposé une liste de doléances sur la table de l'IEF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation. La banque CBAO, service minimum ce matin, et ce pour le reste de la semaine. Les agents observent depuis ce matin une grève de 72 heures. Ils veulent de bonnes conditions de travail et une augmentation de leur salaire. Ne parrainer personne pour le moment. Le mot d'ordre de l'ex-PASTEF à ses militants et sympathisants. Les patriotes maintiennent leur position. Ousmane Sonko reste leur seul et unique candidat. Ils disent attendre l'issue des recours déposés devant la justice. Nos rendez-vous habituels, le journal international, le sport et la revue de la presse. Et puis point de vue sur les conditions de détention dans les prisons sénégalaises. Le prétexte, la nomination d'un nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire. Bienvenue à la technique Aliouba. D'abord, cette triste nouvelle, le décès de Moumi Seck, l'épouse du patron du groupe des médias Bougane Gueye Dany et fille du défunt auteur-compositeur Thione Ballago Seck. Moumi est décédée des suites d'une maladie. Inhumation cet après-midi au cimetière de Yoff. Levée du corps à 17h à la mosquée de Ouest Foire. Les témoignages à la maison mortuaire 6 à la cité Keur Gorgui. Tous saluent la gentillesse de la défunte, son ouverture d'esprit et son professionnalisme dans le travail. Moumi était jusque-là la directrice générale du groupe des médias. Seydou Nourouba était à la cité Keur Gorgui. Chez Bougane Gueye Dany à la cité Keur Gorgui, une matinée bien triste. Famille, proches ou encore employés venus consoler le président du mouvement Gëm Sa Bopp à la suite du décès de son épouse Moumi Seck. Aller rencontrer Bougane pour quelques mots, pas question. Non, Birame Touré a travaillé au groupe des médias. Il nous explique l'état difficile de Bougane Gueye Dany ce matin. Mais abattu, c'est normal. Quand on perd, c'est pas seulement une épouse qu'il a perdu. Il est stoïque, certes, mais normal que quelqu'un soit abattu par la perte d'une épouse, mais d'une complice aussi. Ce qu'il m'expliquait tout à l'heure. Quelquefois, elle faisait beaucoup pour la maison, et c'est après qu'il se rendait compte ou qu'elle l'informait de toutes les démarches qu'elle a eu à effectuer pour pas seulement chez lui, son domicile ou ses domiciles, mais également pour la maison des médias, pour le groupe Boy. Comme Birame Touré, Babacar Justin Meng, collaborateur de Bougane Gueye Dany, voit en Moumi une épouse exceptionnelle. Une femme très engagée aux côtés de son mari, une femme très disponible, une femme aussi travailleuse qui a toutes les dispositions et toutes les valeurs. Et c'est quelqu'un vraiment qui est loyal et elle l'a toujours été jusqu'à aujourd'hui où elle va rejoindre sa demeure éternelle. Le groupe des médias que la défunte dirigeait jusque-là pleure une patronne qui a toujours su relever des défis. Ceux avec qui nous avons discuté nous informent qu'elle n'a pas seulement été une épouse pour Bougane Gueye Dany, mais aussi une conseillère. Moumi Seck repose en paix et que le Tout-Puissant veille sur tes 3 millions de garçons, ainsi pris, proches et collaborateurs. Seydou Nourouba, retenez donc l'inhumation de Moumi Seck est prévue cet après-midi. La levée du corps aura lieu à 17h à la mosquée de Ouest Foire. Condoléances donc à Bougane Gueye Dany, au groupe des médias, mais également à la famille Seck. Le bilan macabre de la brèche de Saint-Louis, 20 ans après son ouverture, 723 pêcheurs ont trouvé la mort dans l'embouchure. Après les travaux de balisage et de dragage l'année passée, les pêcheurs de Saint-Louis alertent et réclament la reprise des travaux au Ousseynou Diop. Les pêcheurs de Saint-Louis réclament le dragage de la brèche pour ces capitaines de pirogues, le dragage réalisé par les autorités en 2022 avec une enveloppe de plus de 7 milliards de francs CFA est la principale source du danger. Baïgui Seck est capitaine de pirogue. Nous voulons une réaction rapide de l'État. Les travaux réalisés dans la brèche ne sont pas bons et nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la campagne de pêche. L'entreprise devait draguer la brèche
tous les 3 mois. Mais tel n'est pas le cas. Actuellement, la brèche est en train de se refermer. La brèche, depuis son ouverture il y a 20 ans, elle a fait 723 victimes. Nous avons perdu 723 pêcheurs dans la brèche depuis son ouverture en 2003. Donc l'État doit soutenir la pêche artisanale. Nous avons ici un parc de plus de 6000 pirogues, mais les pêcheurs ne peuvent pas aller en mer à cause de la brèche. Pour ces pêcheurs, le problème de la brèche est à l'origine du phénomène de l'émigration clandestine. Ngagne explique les raisons. Les pêcheurs et travailleurs des autres régions venaient ici, mais maintenant ce n'est plus possible parce que la brèche est devenue un mouroir. C'est pourquoi l'émigration clandestine sera toujours d'actualité. Les pêcheurs des quartiers de Gendar, Hydrobas, Gohomak et Santhiaba ont organisé cette rencontre pour tirer la sonnette d'alarme. Ils ont promis de barrer la route aux hommes politiques si rien n'est fait d'ici le mois de novembre. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. À Saint-Louis, toujours pour parler de l'affaire des individus lynchés par des disciples d'un marabout. Procès ce jeudi. L'affaire est inscrite au rôle des tribunaux. 3 personnes sont poursuivies pour violation de domicile et coups et blessures. Le calife est lui poursuivi pour port d'armes sans autorisation. Midi 6 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0. La radio en puissance. RFM midi. Début de l'année scolaire, la cloche a sonné ce matin. Levée des couleurs au lycée John Fitzgerald Kennedy en présence du gouverneur de Dakar. Un cours inaugural sur le civisme et la citoyenneté a été servi aux jeunes filles en présence de Koumba Sandiane Faye. Avant 8 heures, l'ambiance a bien repris en cette matinée au CM John Fitzgerald Kennedy. À 8 heures, c'est le silence. La mélodie de la fanfare de l'armée retentit, c'est la levée des couleurs. L'inspection d'Académie de Dakar a voulu marquer ce retour à l'école pour les élèves par un cours sur le civisme et la citoyenneté. Aboubakri Sadirnian, Elia de Dakar. Doivent avoir un soubassement, un fondement centré sur les valeurs de la République, centré sur le culte du travail, centré sur le respect, la tolérance, mais aussi et surtout l'engagement pour effectivement porter le développement du pays. Sergent-chef Joseph Casimir Mbaye de la musique principale des forces armées explique le sens de ce qui a été exposé sur les couleurs nationales. Un drapeau ne doit pas être mouillé. Si la pluie commence, on le fait descendre. On le fait descendre, on le réintègre. Après la pluie, on peut monter le drapeau. Quelqu'un peut aller monter le drapeau. Le drapeau ne doit pas passer la nuit. Pour le gouverneur de Dakar, le choix porté sur ce CM Kennedy n'est pas fortuit. Pour le démarrage de la levée des couleurs à la Salle. Je voudrais également à votre tour que vous continuiez à faire honneur à ce pays et à faire honneur également à vos parents, à vos enseignants, à vos encadreurs. Les jeunes filles de cet établissement disent bien avoir retenu ce qui a été dit sur le drapeau national. Rokhaya Ibrahima Dia, élève en classe de 5e, et la présidente du gouvernement scolaire. Je veux que les élèves retiennent que c'est un symbole qu'on ne peut pas laisser. On doit respecter ça, comme la levée des couleurs, on doit respecter, on doit se tenir bon et tout ça. Cette journée de rentrée des classes pour les élèves est doublement symbolique. Cela coïncide avec la journée mondiale de l'enseignant. Koumba Sandiane Faye, levée de couleur donc au CM John Fitzgerald Kennedy et non au lycée Kennedy. Au lycée du plan Diakhaï, par contre, de Kermassar, le lycée du plan Diakhaï qui est dans un mauvais état à cause des inondations. Le corps professoral, les parents d'élèves et les élèves se sont mobilisés ce matin, jour de rentrée scolaire, comme ils l'avaient d'ailleurs promis. Mobilisation donc pour dénoncer l'état actuel de l'établissement. Souleymane Diouf, le professeur de mathématiques au lycée du plan Diakhaï avec Aminata Ba. Ce que je peux dire, c'est que c'est désolant. C'est désolant et je crois que ça, même les autorités académiques comme étatiques savent que c'est désolant. Maintenant, quelle solution? Je crois que c'est pas à nous de le dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est affecté ici comme professeur et donc nous demandons des conditions de travail, le minimum nécessaire. On ne demande pas à être dans des conditions d'hôtel ou bien de trucs. On veut seulement le minimum nécessaire pour travailler. Et les gens savent qu'ici, il n'y a pas les conditions pour travailler. Les élèves, pendant la récréation, ils n'ont pas où prendre leur pause. Ceux qui ont en permanence, ils n'ont pas où
se poster. Donc tout le monde se met devant les portes. Voilà, total, sans compter la santé des élèves et des enseignants. Depuis 2 ans, nous vivons les mêmes conditions. Et l'année dernière, on avait alerté en faisant un mouvement d'humeur. Malheureusement, on avait été très mal compris. Les gens pensaient que nous, peut-être, on faisait le malin. Je dis tel, hein, alors que nous, on savait qu'on va directement vers ceci. Là, c'est un bas-fond. Et même si on bouge l'eau, ça ressort à partir de la nappe. Donc je crois que là, c'est vraiment un investissement lourd qu'il faut. Et là, on pensait que l'État, depuis le mois de mars dernier, allait prendre les mesures nécessaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas aussi. Je pose seulement une petite question. Un enseignant qui se lève, qui vient à l'école et qui tombe sur un état aussi délabré que ceci-là, vous pensez qu'il peut faire correctement son cours? Un enseignement sain dans un environnement sain. Voilà, dans un environnement sain, déclare Souleymane Diouf, professeur de mathématiques au lycée du Plan Diakhaye à Guédiawaye. Le concept Ubitey Diangetey n'est pas effectif dans certains établissements du département. Beaucoup d'élèves n'ont pas rejoint les salles de classe ce matin. Inquiets, les enseignants et directeurs d'école disent ignorer les raisons. Salamata Ousmane Diallo. Contrairement aux années précédentes où il y avait beaucoup d'élèves dans les établissements le jour de la rentrée des classes, cette année-ci, ils se font rares. Ndiaye, enseignant à l'école élémentaire KMKC. Depuis que je suis sorti de la maison, j'ai traversé quelques établissements. Les élèves ne sont pas venus en masse. Dans ce même établissement, certains parents viennent à compte-gouttes s'enquérir de la situation de leurs enfants. Ces élèves trouvés devant une salle de classe ne peuvent pas encore rejoindre leur classe. Le constat est le même au Saint-Pékinest B de Guédiawaye. M. Diallo, le principal, confirme que le concept Ubitey Diangetey n'est pas effectué aujourd'hui. Parce que nous, on avait déjà un grand problème parce que pour le désherbage et autres. Alors pourquoi les parents ne sont pas là et les élèves? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais j'avoue que en principe, normalement, ils devaient être là massivement parce que, bon, dernièrement, ils passaient pour demander les inscriptions. Mais vous savez, avec la nouvelle situation, on n'avait pas encore réuni le CG, on ne pouvait pas fixer les inscriptions. En ce premier jour de la rentrée des classes, le constat est général dans le département de Guédiawaye. Les cours n'ont pas encore démarré. Beaucoup d'élèves sont restés à la maison. Salamata Ousmane Diallo, Guédiawaye. Radio Futur Média. L'année scolaire qui justement débute sur fond de colère et de contestation. La preuve à Mbour, les enseignants décisionnaires ont déposé une liste de doléances sur la table de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Deimati Dieng. Ils ont tenu à accueillir les élèves dans les salles de classe avant d'en ressortir pour énumérer leurs doléances. Ces enseignants décisionnaires d'Mbour se sont adressés au ministère de la fonction publique. La revendication reste la même. Monsieur le ministre, les décisionnaires exigent, à défaut d'être reclassés comme fonctionnaires, que le décret 74-347 du 12 avril 1974 portant en révision du statut du décisionnaire soit rétroactif. Que le décisionnaire puisse bénéficier de l'imputation budgétaire avec la retraite et non qu'il soit laissé à la merci des services médico-sociaux de l'IPRES. Malamine Ndiaye, secrétaire général national de l'enseignement élémentaire, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, poursuit la liste. Qu'il puisse avoir des commissions d'avancement composées des enseignants comme les fonctionnaires. L'on revoit à la hausse la cotisation à 12% à l'instar des fonctionnaires pour bénéficier de la même pension. Mais surtout de permettre aux enseignants décisionnaires de bénéficier de 80% du dernier salaire en activité. Et pour cela, nous voudrions que l'âge de la retraite soit relevé à 65 ans. Baba Thiam, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 1, fait savoir que le ministère de l'Éducation a fait tout ce qu'il devait faire. Vos représentants syndicaux savent que le ministère de l'Éducation nationale a transmis le dossier qui est entre les mains de la fonction publique. Ces enseignants disent s'en limiter là pour aujourd'hui, mais promettent de durcir la lutte dans les prochains jours. Deimati Djenbourg, Radio Futur Média. Les enseignants décisionnaires donc qui entament l'année scolaire avec un mouvement d'humeur pour demander, pour exiger de l'État le respect de ses promesses. Et puis à Mbacké, démarrage timide des cours au premier jour de la rentrée. Seuls quelques élèves ont répondu à l'appel dans les 6 établissements visités. Les autorités éducatives se soucient du manque de salles de classe dans le département. Papa Balagay. Un démarrage timide des enseignements contraire au concept Ubitey Diangetey. La traditionnelle visite des établissements scolaires effectuée, l'adjoint au préfet de Mbacké, Amadou Sow, s'est dit satisfait par rapport aux dispositions prises. Les professeurs sont sur place, les emplois du temps aussi sont disponibles, mais malheureusement ce sont les élèves qui n'ont pas répondu présents. Mais au niveau des écoles élémentaires, les enseignements apprentissages ont démarré. Dans ces établissements visités, le déficit en salle de classe dans les cycles moyens reste en l'état. Diagaba IF de Mbacké, non sans saluer l'engagement de l'État, rend hommage aux bonnes volontés qui soutiennent l'école. Des lots qui ont été déjà réalisés, il y a d'autres lots en attente
Je crois que si on les met en exécution, ça pourra régler beaucoup de problèmes. Mais en marge de cela, il y a aussi les partenaires. Parce qu'on vient tout juste de visiter les travaux qu'il a eu à faire au niveau de l'école Mame Cheikh Anta. Là-bas, il y a 3 classes qui ont été construites et équipées. Le représentant de Média Afrique, Matar Sarr, réitère la volonté de lutter contre les abris provisoires dans les établissements pour un meilleur enseignement-apprentissage. L'éducation nationale, on peut pas la développer aussi sans ne pas mettre focus sur les infrastructures et les équipements et soutenir les enfants. Donc pour les soutenir, il urge que les autorités et toute la population un peu de sacrifice. Le montant des inscriptions non encore fixé conformément à la circulaire du ministère de l'Éducation nationale, la CGE est appelée à se réunir dans les meilleurs délais pour déterminer le montant des inscriptions pour l'année académique 2023-2024. Papa Balagay, Mbaké, Radio Futur Média. Papa Balagay, midi 15, fin de ce chapitre réservé à la rentrée des classes. Bonne année scolaire donc à tous les acteurs. La suite du journal, la banque CBAO, service minimum ce matin et ce pour le reste de la semaine. Les agents observent depuis ce matin une grève de 72 heures. Ils veulent de bonnes conditions de travail et une augmentation de leur salaire. Famadion. À l'agence CBAO de la Corniche, au rez-de-chaussée du siège de la RFM, le vigile nous ouvre la porte. À l'intérieur, quelques agents sont en poste, mais ils nous renseignent qu'ils respectent le mot d'ordre de grève. Nous demandons alors à rencontrer le chef d'agence. Je peux avoir un responsable de l'agence, s'il vous plaît? Il est là-bas? D'accord, merci. Pas de bol pour nous, il est occupé. Au moment où nous patientons, un monsieur franchit le portail de l'agence. Informé de la grève, c'est la désolation qui se lit sur son visage. On l'intercepte alors, il est très surpris d'apprendre ce mouvement d'humeur. J'étais venu récupérer de l'argent, de l'espèce, pour payer des ouvriers à la fin du mois, parce qu'aujourd'hui c'est le 5. Chez nous, les ouvriers sont payés le 5, le personnel administratif le 1er. Bon, malheureusement, ils m'ont dit qu'ils sont en grève. Je suis obligé d'aller voir au niveau de leur siège en ville s'il y a possibilité de retirer un chèque là-bas. Bon, sinon, moi et mes ouvriers, nous allons trinquer jusqu'à la fin de la grève. Après la Médina, cap sur la cité Kergorgi. Ici, tout fonctionne. Le mot d'ordre de grève n'est pas respecté, au grand bonheur des clients. Je n'étais pas au courant de la grève, c'est vous qui l'apprenez. J'ai fait mon opération comme d'habitude. Rien n'a changé. Le collège des délégués de la CBAO a décrété 72 heures de grève à partir de ce jeudi. Un mouvement d'humeur pour obtenir une augmentation généralisée des salaires, le relèvement de leurs primes, entre autres revendications. Les responsables de la CBAO, justement contactés par la radio Futur Média, disent ne pas vouloir se prononcer sur cette grève, en tout cas pas pour le moment. Le Salon international des mines qui se tient à Diamniadio, dernier jour ce jeudi, la GCO, Grande Côte Opération, a saisi la journée d'hier pour partager son expérience. Et pour le directeur général Guillaume Kourek, la pratique de l'exploitation des mines ou de toute autre ressource naturelle doit être basée sur l'éthique et la responsabilité pour permettre aux communautés vivant sur les sites d'exploitation de bénéficier des retombées. Guillaume Kourek, le patron de la GCO, au micro d'Abdou Diouf Diagne. Conduit l'ensemble de nos décisions au quotidien. Mais il faut aller au-delà. Il faut savoir comment on évalue ces pratiques éthiques et responsables. Et donc il faut aller chercher les meilleurs standards, les meilleurs benchmarks, les meilleurs référentiels au niveau international, que ce soit en matière de sécurité, en matière de performance opérationnelle, mais également en matière de gouvernance responsable. Donc il y a des standards qui existent pour cela. L'ITIE est un standard très connu pour vraiment afficher en toute transparence les retombées que l'on peut avoir pour l'État du Sénégal. Donc très simplement, on peut dire que de l'ordre de 30 à 50% de notre chiffre d'affaires retombe directement, bénéficie directement au Sénégal. Ça représente 70 à 80 milliards par an. Donc c'est une contribution qui est importante et qui est affichée en toute transparence au travers des standards ITIE. Un autre exemple de benchmark, de référentiel international qui nous permet de nous évaluer et de chercher à progresser, c'est le standard IRMA, donc l'Initiative for Responsible Mining Assurance. Donc c'est un standard qui est composé de plus de 400 critères sur l'ensemble des axes directeurs du business pour nous challenger et nous pousser à nous améliorer, que ce soit en environnement, en sécurité, en règles éthiques, en finance. RFM,
l'actualité politique. L'ex-parti PASTEF n'a pas encore démarré sa collecte de parrainage. Il demande à ses militants de ne parrainer personne et d'attendre l'issue des recours déposés devant la justice. Les patriotes soutiennent toujours que Ousmane Sonko reste leur seul et unique candidat pour la présidentielle de 2024. Aïb Dafé, le secrétaire général par intérim du parti de l'ex-PASTEF, interrogé par Elad Junjo Gouyen. Face à l'injustice et à l'arbitraire qu'a subi le candidat Ousmane Sonko, à qui on a refusé illégalement, de manière scandaleuse, de remettre des fiches de parrainage, les avocats du candidat Ousmane Sonko ont introduit des recours, dont un référé liberté auprès de la Cour suprême et une requête en annulation de la radiation des listes électorales au niveau du tribunal d'instance de Ziguinchor. Donc c'est pour cela, en tout cas, tous ceux qui soutiennent, dans le cadre de la coalition Sonko Président 2024, le président Ousmane Sonko, nous demandons aux militants, aux sympathisants, aux citoyens en général, aux électeurs en général, qui veulent parrainer le candidat Ousmane Sonko, de patienter pour que les recours puissent être vidés, puisque vous savez que les fiches de parrainage sont numérotées. Donc, dès que la fiche de parrainage du candidat Ousmane Sonko sera disponible, les opérations de parrainage pour son compte pourront démarrer. Mais des responsables de PASTEF sont allés retirer des fiches de parrainage à la direction générale des élections. Est-ce à dire qu'ils l'ont fait de leur propre gré et que ça n'engage pas le parti? Pour le moment, notre priorité, c'est la candidature du président Ousmane Sonko, parce que c'est elle qui est d'actualité. C'est lui qui a été investi par les responsables et militants de PASTEF. Si par hasard Ousmane Sonko ne reçoit pas de fiche de parrainage et est empêché d'être candidat, comment vous allez gérer cette situation? Donc cela est impensable. Nous pensons que le droit sera dit et de toute façon nous aviserons le moment venu. Voilà, c'était donc Aïb Dafé, secrétaire général par intérim de l'ex-PASTEF. Notez justement que la chambre administrative de la Cour suprême statue demain dans l'après-midi sur le recours en référé de l'ex-PASTEF contre le refus de la direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage au mandataire du candidat Ousmane Sonko. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Gor. Au Mali d'abord, les rebelles Touaregs disent avoir pris un nouveau camp de l'armée. Le camp de Taoussa, dans le nord du pays, l'annonce a été faite hier par le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Anna Rochard. C'est dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux que le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a annoncé que le camp de l'armée de Taoussa, situé dans la région de Gao, était, je cite, sous contrôle, mais sans plus de précision. L'agence France Presse rapporte de son côté le témoignage d'un enseignant qui dit avoir entendu des échanges de coups de feu aux alentours du camp. Depuis le mois d'août dernier, plusieurs camps de l'armée malienne ont subi des attaques de la coordination des mouvements de l'Azawad, mais aussi du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda entre Tombouctou et Gao. Selon le site Africa News, un convoi de l'armée composé de dizaines de véhicules et de blindés est parti lundi de Gao en direction de la région de Kidal, fief de la rébellion Touareg. Des sources rapportent des tirs dans le secteur sur le trajet emprunté par le convoi de l'armée malienne. C'était hier matin. D'ailleurs, le groupe de soutien à l'islam a revendiqué une attaque à l'engin explosif contre le cortège dans lequel se trouvent aussi des mercenaires, disent-ils, du groupe de sécurité russe Wagner. Direction le Burkina Faso, le chef d'état-major de la gendarmerie a été limogé. Selon un décret signé par le capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Evrard Somda a été remplacé à la tête de la gendarmerie nationale par le lieutenant-colonel Kouagri Natama, ancien commandant des unités spéciales de la gendarmerie. Le limogeage du lieutenant-colonel Evrard Somda intervient une semaine après l'interpellation de 4 officiers, dont 2 de ses anciens collaborateurs, soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État. Au Burkina, toujours, l'ancien président Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987, va être élevé au rang de héros de la nation. Décision prise hier en Conseil des ministres. Une cérémonie nationale et internationale sera organisé le 15 octobre. Le statut de héros de la nation a été créé en juin pour honorer donc des personnes s'étant notamment distinguées par leur bravoure exceptionnelle pour la défense d'une cause nationale ou leur prouesse exceptionnelle et honorable pour la nation. Au Niger, la France va débuter dans la semaine le retrait de ses forces armées. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'état-major français des armées. Le retrait doit s'achever d'ici à la fin de l'année. D'après RFI, le désengagement des militaires français a déjà commencé ce jeudi.
Et les premiers à plier bagages sont les 400 soldats actuellement déployés à Oulam, le long de la frontière avec le Mali. Ils doivent prendre la route pour Niamey, d'où ils seront évacués par avion. Ça fait débat en Côte d'Ivoire, l'audience que le président Alassane Ouattara a accordée au président par intérim du PDCI. Si officiellement la rencontre est inscrite dans le cadre des préparatifs des obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié, certains observateurs y voient une aubaine politique au moment où Alassane Ouattara se prépare à former un nouveau gouvernement. Gobia Yabi. Alassane Ouattara a reçu en audience le 4 octobre Kopli Boni Philippe, président par intérim du PDCI. Depuis sa désignation en qualité de successeur de Henri Konan Bédié le 9 août 2023, c'est sa première sortie officielle. Il dit être allé remercier Alassane Ouattara pour le soutien apporté à la famille du défunt depuis son rappel à Dieu. Depuis le décès du président Henri Konan Bédié, vous avez eu de cesse à être aux côtés de la famille. Je suis désigné par le PDCI-RDA pour assurer l'intérim du président Henri Konan Bédié. C'est un devoir pour moi de venir saluer le président de la République que vous êtes, le président de ce pays, et en même temps aussi vous remercier pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait pour soutenir la famille d'Henri Konan Bédié. Pour rappel, Henri Konan Bédié a tiré sa révérence le 1er août 2023 et jusqu'à ce jour, le programme de ses obsèques n'est pas encore établi. Cette visite du président par intérim du PDCI intervient à quelques jours du remaniement ministériel annoncé par Alassane Ouattara qui, depuis le début du mois d'octobre, multiplie les audiences. Pourrait-on s'attendre à une probable entrée du PDCI au nouveau gouvernement? Gobia Iabi, Abidjan, RFM. Le prix Nobel de littérature 2023, pour terminer, il est attribué au dramaturge norvégien John Foss. Selon le jury, l'Académie suédoise a distingué l'écrivain âgé de 64 ans pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrice qui ont donné une voix à l'indicible. Merci beaucoup Georges de Tchediop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les conditions de détention dans les prisons sénégalaises, le prétexte la nomination d'un nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire. Pour en parler, nous serons avec Denis Nour, consultant en droits humains et vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains, et Abdou Mbou, député, président de la commission des lois, du travail et des droits humains et de la décentralisation. RFM Sport. Diagne, bienvenue. Merci à vous. D'abord, la Coupe du Monde des malentendants. Oui, Non-Lyon dispute demain à 8h30 GMT un match de classement contre l'Égypte. Auteur d'un bon parcours pour une première participation à une phase finale de Coupe du Monde, les champions d'Afrique sénégalais doivent davantage bénéficier d'un soutien constant. Aussi, les autorités compétentes doivent changer d'approche si l'on en croit Abdoul Aziz Diagne. Il est l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale des malentendants. On l'a joué ce matin. Moi, je dirais que le bilan est positif. Vraiment, vu les conditions aussi, vraiment que l'équipe s'est préparée et les performances vraiment donc ils ont réussi donc à faire donc au niveau de ces mondiaux-là, je dirais que vraiment c'est un bilan très positif pour moi parce que si tout le monde a vu que aussi les gosses vraiment aussi ont donné le meilleur d'eux-mêmes, bien représenté donc vraiment donc le Sénégal. Voilà, donc chapeau à eux, chapeau aussi donc à leurs entraîneurs, donc Souleymane Barafumba qui a aussi vraiment fait un travail vraiment extraordinaire, vraiment un travail colossal, vraiment donc pour permettre à ces jeunes-là vraiment donc de répondre voilà, donc à nos attentes. Certes que vraiment donc voulu donc aller donc jusqu'à la finale, mais comme vous le savez, le football aussi donc a ses réalités. Le football aussi donc à son esprit, comme on dit, donc on est dans les phases décisives, donc il fallait vraiment donc un vainqueur et un vaincu. Dieu a fait que vraiment on a perdu par des tirs au but, donc 7-8, ça veut dire que vraiment l'équipe aussi donc a très bien bossé vraiment donc durant peut-être les périodes de préparation. Félicitations aux jeunes. Maintenant, ce que nous reste maintenant, peut-être, c'est de continuer à travailler, ne serait-ce qu'au moins pour avoir la médaille de bronze. Voilà, une médaille de bronze qui sera donc convoitée par l'équipe du Sénégal qui tentera de rester sur le podium de cette Coupe du Monde des malentendants qui, je le rappelle, se déroule en Malaisie. Donc la finale va opposer l'Ukraine à la formation du Japon, alors que le Sénégal, pour le match de 3e place, fera face à l'équipe de l'Égypte. Football, mais cette fois-ci chez les valides, et c'est pour parler de la Ligue Europa.
Des rencontres sont prévues aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée. On suivra particulièrement la sortie de l'Olympique de Marseille avec ses Sénégalais. Il s'agit d'Ismaïla Sarr et d'Iliman Ndiaye. Marseille donc qui va accueillir au Vélodrome à 16h45 l'équipe de Brighton. À la même heure, dans le même groupe, AEK Athènes fera face à Ajax Amsterdam. À 19h, d'autres séries de rencontres. Toulouse, un club français, fera face à Lask. À 19h toujours dans ce groupe, Liverpool va tenter de se mettre à l'abri à domicile face à US Saint-Gilloise. Autre match devant ce jeu également à 19h pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa. Villarreal contre Rennes. Le Maccabi Haïfa fera face à Panathinaikos. Et ce sont donc les rencontres à suivre ce soir pour le compte de la Ligue Europa. D'autres rencontres sont prévues pour le compte de la Ligue Conférence. Et nous aurons certainement le temps de revenir en détail après donc le résultat final des rencontres prévues pour ce jeudi, comptant bien entendu pour la deuxième journée également de la Ligue Conférence d'Europe. À vous, Barthélémy, pour la suite du journal. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. La presse de ce jeudi, lecture commentaire Georges Détché-Diop. Tous à l'école. Ce lundi, ouverture des classes. Et pour la circonstance, le quotidien national Le Soleil livre les chiffres de la rentrée. 14 325 écoles et établissements scolaires, dont 13 529 du public. 4 2044 élèves, dont 2 749 164 dans le public. 101 413 enseignants répartis dans 16 académies et 59 inspections. Pendant ce temps, Direct News fait état d'une école sénégalaise sur un banc d'Yarlé. Et pour cause, le journal note un déficit de plus de 35 000 enseignants, des centaines d'écoles sans eau courante, ni électricité, ni latrine, 52 écoles martyrisées à Ziguinchor lors des dernières émeutes sociopolitiques, 5 000 abris provisoires à résorber et un déficit de 300 000 tables bancs à combler. Ce ne sont pas les seules difficultés que rencontre l'école sénégalaise. Le quotidien évoque la grève des travailleurs des collectivités territoriales qui se poursuit. Le journal constate que parents et élèves font le pied de grue devant les centres d'état civil. Et du côté des syndicalistes, l'on estime que sauf réaction positive de l'État, la situation n'est pas près de se décanter. L'État, justement, Direct News rapporte que le président de la République a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de prendre les dispositions requises pour assurer le bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024 sur l'étendue du territoire national. Hors du territoire, et c'est pour parler de l'immigration irrégulière par voie maritime, Source A apprend qu'hier, près de 300 migrants sénégalais ont débarqué aux îles Canaries à bord d'une même et seule embarcation. Une grande première selon le journal qui souligne qu'il y avait à bord de la pirogue 268 hommes, 10 mineurs et 2 femmes, soit 280 migrants. Le plus grand nombre de passagers jamais arrivés sur une seule embarcation. Libération évoque aussi le phénomène et fait savoir que 1295 personnes ont débarqué en 10 jours. Dans le lot, on compte 32 femmes et 22 mineurs. Hier encore, 4 embarcations sont arrivées avec un total de 497 passagers. Une pirogue avec 240 Sénégalais a été secourue hier au large de Dakhla au Maroc. 4 blessés hospitalisés. À la une de l'Observateur, Sénélec et ses clients, le courant ne passe plus. Et pour cause, des factures de l'excès. Le journal note qu'entre la Sénélec et les consommateurs, plus rien ne va. La hausse vertigineuse des factures d'électricité a fini d'électrocuter les relations entre les deux parties. L'Observateur qui donne la parole au directeur général de la Société nationale d'électricité pour explication, Pape Mademba Biteye confie qu'aussi bien pour le Woyofal que pour le classique, il n'y a pas eu de hausse du coût de l'électricité pour la tranche sociale. L'Observateur qui prédit par ailleurs des chamboulements à l'Assemblée nationale. Selon mon confrère, des changements importants sur le bureau vont s'opérer dès l'ouverture de la prochaine session ordinaire unique prévue dans la première quinzaine de ce mois d'octobre. Si le groupe Yewwi Askan Wi se divise avec le départ des députés de Taxawu Sénégal, les conséquences, aux yeux de l'Observateur, seront fâcheuses. Yewwi va perdre un poste de vice-président par rapport à la précédente session ordinaire unique et c'est le groupe Wallo qui va en gagner un et se retrouver avec 2 vice-présidents. Ce coup de théâtre dont fait état les Échos. Le parti PASTEF dissous qui suspend tous les parrainages. Selon le journal, il demande à tous les militants de ne parrainer personne pour le moment. Le parrainage, justement, Vox Populi souligne que les numéros de fiches gâchent le Yakalma.
Finalement, selon le journal, il n'y a plus possibilité de monnayer ou d'offrir des fiches de parrain à moins de faire du faux. Vox Populi informe par ailleurs qu'à la date d'hier, 215 candidats à la candidature ont été enregistrés. Un candidat à la une de Sud Quotidien, Amadouba de la coalition Yehui Askanui. Sud affirme que le président de la République est déterminé à le faire élire au premier tour de la présidentielle du 25 février 2024. Et pour y arriver, Macky Sall tente de mettre tous les atouts du côté de son choix de raison. C'est pourquoi, de l'avis de Sud Quotidien, il prépare intensément son coup KO en déployant une stratégie pour neutraliser ex-frère, étouffer la fronde des alliés et surtout éviter un éventuel second tour qui risquerait d'être fatal à sa coalition. À la une du quotidien LAS, le paludisme qui fait des ravages dans la banlieue. La lutte contre le paludisme est freinée par l'hivernage, d'où la recrudescence des cas notés dans la banlieue dakaroise à cause des inondations. La révélation, selon le journal, a été faite hier par le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Doudou Sène, lors du lancement du projet PMI Evolve. C'est plus de 14 milliards qui sont injectés chaque année au Sénégal par l'USAID. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Nous en venons maintenant à point de vue sur les conditions de détention dans les prisons sénégalaises. Le prétexte de la nomination d'un nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Abdoulaye Diagne, qui remplace le colonel Jean-Bertrand Bokandé, décision issue du Conseil des ministres hier. Pour en parler, nous sommes avec Denis Ndour. Monsieur Ndour, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes consultant en droits humains et vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Notre deuxième intervenant, Abdoumbaou, député. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission des lois, du travail, des droits humains et de la décentralisation. D'abord, la parole aux droits de l'homiste, Denis Ndour, consultant en droits humains, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alors, le débat se pose depuis lors, les conditions de détention dans nos prisons. Alors, vous, en tant que droit de l'homme, certainement, vous avez des remontées d'informations sur la situation carcérale au Sénégal. Comment vous appréciez un peu ces conditions de détention avec le plus souvent des détenus qui se plaignent de leurs conditions, justement? Voilà, merci beaucoup. D'abord, il faut féliciter la nouvelle nomination, mais tout en disant que pour moi, c'est une bonne chose, puisque Bertrand a duré dans cette position-là. C'est toujours bon d'avoir un tour de nouveau pour avoir une nouvelle vision, pour mieux appréhender la réalité dans le milieu carcéral. Déjà, pour commencer, il faut dire que celui qui a un état de détention et qui est dans un lieu de privation de liberté, il n'a perdu qu'un seul droit, c'est le droit de mouvoir. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'en réalité, au lieu de faire seulement ce droit-là, le plus souvent, il perd également ses droits économiques, sociaux et culturels. Et pourquoi je le dis? Parce que souvent, on entend des détenus qui se lamentent. Allô, monsieur Ndour? Nous allons, je vous reviens tout à l'heure, je vous laisse vous déplacer un peu parce qu'on a un problème pour vous entendre correctement, le réseau qui fait des caprices. Vous déplacez-vous juste un peu, le temps de donner la parole à Abdoumbaou, député, président de la Commission des lois, du travail et des droits humains de la décentralisation. Alors, honorable, est-ce que les droits des détenus sont respectés à la lumière de ce qui se passe au niveau des prisons? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais saluer ceux qui nous écoutent. Saluer mon vis-à-vis, mais vous dire d'abord que je voudrais féliciter le colonel Abdoulaye Diagne, que je connais très bien, parce qu'il a été mon promotionnaire au lycée Malick Sy et ensuite à l'université. Je le connais pour son professionnalisme, son sens de l'honneur et son intégrité. Donc je voudrais le féliciter pour sa nomination hier à la tête de l'administration pénitentiaire. Maintenant, est-ce que les droits des détenus sont respectés ou non? Ce que je voudrais dire, c'est déjà, nous, en tant que parlementaires, nous constatons que c'est vrai, il y a une population carcérale. Ça, c'est vrai. Mais le parlementaire a 4 choses qu'il doit faire, c'est-à-dire la votation, voter des lois, représenter les populations, contrôler l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques depuis 2016. Et c'est ce qui nous a permis, nous, en tant que parlementaires, souvent d'aller faire des visites au niveau
des prisons. Parce que je me rappelle, déjà il y a 5 ans, j'étais vice-président de l'Assemblée nationale. Avec la commission des lois, on avait fait une visite au niveau des prisons du Sénégal. Et c'est à la suite de ces visites-là qu'on avait rencontré le président de la République parce que nous avions constaté la population quand même carcérale qui était quand même des conditions inhumaines des fois. Et nous avions suggéré... Et un surpeuplement aussi des prisons. Mais, vous dites? Surpeuplement des prisons. Mais absolument, je veux dire, on avait constaté le surpeuplement des prisons. Et c'est sur ces faits qu'on avait rencontré le président de la République pour échanger avec lui afin que quand même des mesures soient prises pour désengorger les prisons. Et si vous vous rappelez, il y a 7 ans, il y avait, avec le juge des libertés, on avait entamé avec le président de la République un rapport avec le gouvernement, mais sur suggestion de la commission de loi d'alors de l'Assemblée nationale, de faire des libérations conditionnelles, de voir exactement comment on peut libérer certains... Et le président de la République avait aussi pris des mesures de grâce, si vous vous rappelez bien, de pratiquement chaque Korité, Tabaski, fin d'année, alors que souvent c'était 1 ou 2 fois qu'on prenait des grâces dans l'année, et vous aviez vu que le président avait pris pas mal de mesures parce que nous avions constaté le surpeuplement au niveau des prisons. Donc aujourd'hui, et je rappelle aussi que nous, en 2012, quand on est arrivé, chaque prisonnier bénéficiait de 491. Et nous nous sommes battus pour élever quand même leur prise en charge de 1000 et quelques. Donc pratiquement, on a doublé, par exemple, la prise en charge quotidienne de chaque détenu. Donc, encore que honorable, c'est un peu compliqué de nourrir tous ces détenus. Vous avez tout à l'heure parlé d'une augmentation des détenus. Ces derniers jours ou ces derniers mois, il y a eu également beaucoup d'arrestations. Est-ce que cela ne risque pas de rendre la tâche beaucoup plus difficile si l'on sait qu'il y a même des gardes pénitentiaires qui se plaignent de la situation actuelle? Vous savez, au Sénégal, il y a énormément de gens qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est vrai, il y a énormément d'arrestations, mais je voudrais vous donner des statistiques. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais si vous voulez, après, je pourrais moi personnellement vous donner les statistiques pour vous dire qu'en 2017, par exemple, 2019 et 2020, on a arrêté plus de personnes que 2022 et 2023, malgré les arrestations dont vous parlez tout à l'heure. Parce que souvent, les gens, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas au Sénégal parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller chercher la bonne information, d'aller à la bonne source. Ils font juste, par exemple, des déclarations sans pour autant. Maintenant, cela n'enlève en rien qu'il y a une surpopulation carcérale. Et il y a des difficultés encore au niveau des prisons. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais il faut juste constater qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à l'année dernière, par rapport aux autres années, mais il y a encore des efforts qui restent à faire. Ça, nous le constatons et nous continuerons à faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour que quand même les détenus puissent davantage avoir quand même des conditions beaucoup plus meilleures. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure, honorable. Monsieur Ndour, vous êtes en ligne? Je suis là, je vous entends. Voilà, c'est bon. Alors, certains dénoncent souvent les mandats de dépôt systématiques par le procureur. Et certains demandent même, honorable l'a annoncé tout à l'heure, la mise en place d'un juge des libertés. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Absolument, c'est la solution. Nous aussi, nous l'avions préconisé il y a quelques années. Et je pense que même dans le cadre des assises nationales, également c'était préconisé. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à vouloir amener déjà pratiquement avec des mandats de dépôt. Et j'ai donné l'exemple de certains pays occidentaux à travers l'Afrique pour dire qu'aujourd'hui, si les juges, on les faisait passer par la prison, ne serait-ce que pour un mois, pour sentir ce que le futur qu'ils vont amener là-bas, je pense que ça les amènerait à ne pas aller en pour livrer des mandats de dépôt. Et il y a des choses qu'on a constatées aussi réellement avec les vagues d'arrestation. On dit qu'il y a eu moins par rapport aux années précédentes, mais il y a une vague d'arrestation, mais on ne voit plus les statistiques en termes de nombre, on voit
la manière et la façon dont les gens sont arrêtés systématiquement. Ça crée un sentiment de peur du fait que, bon, voilà, celui qui éternue, tout de suite, il doit se retrouver en prison, alors que ça doit être l'exception. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les détenus, en réalité, ils doivent avoir l'opportunité d'être réinsérés dans la société. Et donc, ils ne sont pas là-bas pour rester là-bas éternellement, ils ne sont pas là-bas pour revenir et être relégués par la société. Et ce travail d'insertion et d'humanisation doit se faire sentir dans la gestion justement de cette direction-là au niveau des raisons de privation de liberté. Je sais que la Ligue a déjà fait des projets allant dans ce sens de l'insertion et je pense que l'État a un grand rôle à jouer de ce point de vue-là. La deuxième chose, on a vu beaucoup de détenus libérés et parce que, soit par erreur judiciaire, soit parce que, voilà, il y a une réduction des peines, et ils n'ont jamais eu de compensation. Et ça aussi, c'est un problème. Il ne faudrait pas qu'au niveau du ministère, qu'on nous dise qu'il y a un budget qui est consacré pour ça, et qu'à la limite, ceux qui sortent, qui se lamentent que, bon, voilà, on m'a mis en prison parce que je n'ai rien. D'accord. Mais aujourd'hui que l'administration pénitentiaire a un nouveau directeur général, le colonel Abdoulaye Diagne. Alors, quelles sont selon vous les priorités, ces priorités, quelles doivent être ces priorités, ces défis? Monsieur Ndour? Malheureusement. Oui, c'est parce que vous avez un problème de réseau, Monsieur Ndour. Nous aussi, nous avons du mal à vous entendre. Peut-être, je disais tout à l'heure quelles doivent être les priorités du nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire. Moi, je pense que les priorités, c'est d'abord désengorgement des prisons. Ça, c'est un must. La deuxième chose, il faudrait que les prisons qui sont malades soient soignées. On donne l'accès aux avocats, aux organisations de droits humains d'avoir accès sur le dossier médical pour pouvoir éventuellement déterminer s'il y a des tortures ou pas. Parce que ça devient un énigme. Voilà, si les gens doivent venir visiter, et que, voilà, on nous dit que la personne est malade, mais il n'y a pas de certificat médical, il n'y a aucun moyen pour vérifier ce que la personne dit, que voilà, c'est en prison qu'on lui a fait cette D'accord. Mais ça pose problème. Moi, je l'invite vraiment en tant que directeur à se pencher sur ce fait-là. D'accord. Merci beaucoup, Denis Ndour. Toutes nos excuses pour la qualité de ce direct. Alors, honorable, je termine avec vous avec la même question. Quelles doivent être, selon vous, les priorités du nouveau directeur général? Merci beaucoup. Donc, moi, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu qu'on doit tout à l'heure dire qu'on doit mettre sur place un juge des libertés. Il y en a, ça existe un juge des libertés. Parce que moi, il n'y a même pas une semaine, j'ai assisté à un séminaire avec le juge des libertés avec d'autres organisations des droits de l'homme, le directeur des crimes et grâces. Et je pense qu'on a eu à échanger sur pas mal de questions. Mais il faudrait juste dire que aussi, nous sommes dans un pays qui a des lois et règlements. Et chacun doit travailler à respecter ces lois et règlements. C'est vrai que même les défenseurs des droits de l'homme doivent, à un moment donné, c'est vrai, avoir le contrôle sur certaines choses. Mais il faudrait qu'on sache aussi que c'est la justice qui juge, c'est la justice qui contrôle un peu certaines actions. C'est vrai que les organisations des droits de l'homme doivent quand même avoir les prérogatives de faire certaines choses, mais aller à l'accès des dossiers médicaux et autres, bon, il me semble pas aujourd'hui que la législation sénégalaise permet aux organisations des droits de l'homme de aller vers ça. Maintenant, il faudrait au niveau quand même de toutes les organisations. Il faudrait quelques réformes, des changements. Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis que il faudrait quand même qu'on puisse échanger. D'ailleurs, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a un projet de loi dans le circuit pour les défenseurs des droits de l'homme qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Pour vous dire qu'aujourd'hui, les réformes sont engagées dans pratiquement tous les secteurs. Donc, à plus forte raison, le secteur où on a des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont dans les prisons et qui méritent d'avoir beaucoup plus des conditions meilleures que celles sont. Donc les priorités aujourd'hui, je pense, du directeur de l'administration pénitentiaire, c'est de continuer à travailler comme
son prédécesseur avec quand même le ministère de la Justice, comment travailler à désengorger les prisons, comment quand même travailler aussi à continuer le chantier au niveau de certaines prisons, parce que comme je vous l'ai dit, il y a certaines prisons qui méritent d'être refaites, des travaux supplémentaires pour que déjà les conditions des détenus puissent être meilleures dans certaines conditions, parce qu'il y a des prisons où quand même c'est difficile parce que quand il y a la saison des pluies, il y a des prisons où quand même il faut le dire, les conditions sont quand même un peu difficiles à ciel ouvert. Donc là, je pense que ça doit faire partie de ces priorités, mais aussi en rapport avec les autorités, travailler à ce que les conditions des détenus en général soient améliorées. Merci beaucoup Abdou Mbow, député président de la commission des lois, du travail, des droits humains et de la décentralisation. Merci également à Denis Dour. Malheureusement,